Bonjour esprit de curieux, bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des paradoxes les plus étranges et dangereux de notre époque. Un paradoxe que vous vivez probablement tous les jours sans même en saisir la portée réelle et les implications profondes dans votre vie personnelle. C'est une question qui dérange, mais il est nécessaire de nous la poser une bonne fois pour toutes. Vous êtes-vous déjà surpris à dire, avec un étrange mélange de plainte et de fierté, la phrase « je suis épuisé » et « pensez à la dernière fois que vous l'avez prononcée ». Comment vous êtes-vous senti? Y a-t-il eu une part de vous qui s'est sentie importante, sollicitée, voire validée par ce niveau de fatigue extrême? Si la réponse est oui, vous n'êtes pas seul. Vous participez à un rituel social très répandu. Nous sommes arrivés à un point de l'histoire où l'épuisement, un symptôme clair que nous dépassons nos limites physiques et mentales, est devenu un insigne d'honneur. C'est une étrange vertu. Mais comment en sommes-nous arrivés là? À quel moment avons-nous décidé qu'être au bord de l'effondrement était digne d'admiration plutôt qu'un signal d'alarme pour le corps? La réponse est complexe et se trouve à l'intersection de la sociologie, de la psychologie et de l'économie. Notre culture a tissé un récit où la productivité n'est pas seulement un outil pour atteindre des objectifs, mais la fin en soi. Votre valeur en tant que personne, selon ce scénario non écrit, est directement liée à votre production, à votre degré d'occupation permanent. C'est ce que l'on appelle la culture de l'agitation ou, en anglais, la hustle culture. C'est l'idée que chaque minute de votre vie doit être optimisée pour travailler, pour produire, pour gravir un escalier invisible vers un succès qui n'est jamais clairement défini. Le repos, dans ce paradigme, n'est pas une nécessité biologique. C'est une occasion manquée, un luxe pour les faibles ou les perdants. Le sociologue Max Weber, au début du XXe siècle, parlait déjà de l'éthique protestante du travail. Très simplement, c'est l'idée historique selon laquelle le travail acharné et la discipline n'étaient pas seulement économiquement bénéfiques, mais aussi moralement corrects. C'était un signe de droiture et de salut. Nous en avons hérité une version sécularisée, dépouillée de la dimension religieuse. Aujourd'hui, cette éthique s'est transformée. Nous ne travaillons plus pour prouver notre valeur devant un Dieu, mais aux yeux de la société. Le fait d'être occupé est devenu une forme de signalisation sociale. C'est un terme que nous utilisons en sciences sociales pour décrire les actions que nous entreprenons pour afficher notre statut ou nos qualités aux autres sans avoir à les expliciter. Pensez-y un instant. Quand quelqu'un vous demande « Comment allez-vous » et que vous répondez hyper occupé et « Je ne m'arrête jamais », que communiquez-vous réellement? Vous ne décrivez pas seulement votre emploi du temps. Vous dites « Je suis important ». Les gens ont besoin de moi. Mon temps est précieux. L'épuisement devient la preuve tangible de votre pertinence dans le monde moderne, une preuve irréfutable. C'est une compétition silencieuse et constante. Nous nous comparons à nos collègues, amis et même aux images idéalisées que nous voyons sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un publie sur son projet à 3 heures du matin, nous ressentons une pression implicite pour égaler ou dépasser ce niveau d'engagement. C'est une course à l'abîme où le prix est le burn-out. Le problème est que notre cerveau et notre corps ne sont pas conçus pour ce marathon infini. Nous sommes programmés pour des cycles de stress et de récupération. Comme l'explique la neuroscience, le stress aigu, comme celui que ressentaient nos ancêtres en échappant à un prédateur, est utile. Mais le stress chronique, celui des notifications constantes et des échéances à respecter, est un poison pur. Lorsque nous sommes sous stress chronique, notre corps libère constamment une hormone appelée cortisol. Une étude publiée dans la revue scientifique The Lancet a démontré que des niveaux élevés de cortisol à long terme sont associés à une liste effrayante de problèmes, incluant des maladies cardiaques, une suppression du système immunitaire et un grave déclin cognitif. En somme, en glorifiant l'épuisement, nous célébrons l'acte de nous empoisonner lentement. Nous applaudissons ceux qui savent le mieux ignorer les signaux d'alarme de leur propre corps. Nous avons normalisé l'autodestruction au nom de la productivité, une idée qui, si l'on l'analyse froidement, est complètement irrationnelle et absurde. Psychologiquement, cela crée un cycle de validation très addictif. Vous obtenez une promotion pour avoir travaillé tard. Votre patron vous félicite pour avoir répondu aux emails pendant vos vacances. Vos amis admirent votre capacité de travail. Chacune de ces récompenses sociales renforce la croyance que votre sacrifice en vaut la peine, que la douleur est le bon chemin vers le succès. Le problème est que cette validation est externe. Elle dépend de l'opinion des autres. Cela signifie que notre estime de soi devient fragile, complètement dépendante de notre capacité à maintenir un rythme de travail inhumain. Que se passe-t-il quand vous n'en pouvez plus? Quand vous tombez malade ou que vous avez simplement besoin de repos? Vous avez l'impression d'avoir lamentablement échoué. Ce phénomène touche toutes les professions.
Nous le voyons chez les médecins de garde pendant 36 heures, chez les programmeurs qui dorment au bureau pour lancer un produit, chez les artistes qui sacrifient leur santé pour leur œuvre et de plus en plus chez les étudiants qui estiment devoir participer à 1000 activités pour s'assurer un avenir prometteur et serein. De plus, cette culture de l'épuisement a un impact dévastateur sur la créativité et l'innovation. Des recherches de l'Université de Stanford ont démontré que les idées les plus novatrices et les solutions les plus créatives ne surgissent pas du travail incessant, mais des moments de repos, de loisirs, lorsque l'esprit a la permission de vagabonder et de connecter des idées disparates. En étant perpétuellement occupés, nous nous privons de la possibilité de l'ennui. Et l'ennui, même si cela semble contre-intuitif, est le terreau de la créativité. C'est dans cet espace vide que notre esprit peut se poser les questions importantes. Suis-je heureux? Est-ce ce que je veux? Y a-t-il une meilleure façon de faire les choses? L'épuisement fait taire ces questions. Voyons maintenant l'impact sur nos relations personnelles. Le « je n'ai pas le temps » est devenu l'excuse universelle. Mais que signifie-t-il réellement? Il signifie que nous avons priorisé le travail au-dessus de l'amitié, de la famille, du couple, et même au-dessus de nous-mêmes. Les connexions humaines profondes requièrent du temps et de l'énergie, deux ressources que le culte de l'épuisement dévore. Les relations deviennent transactionnelles, les conversations superficielles. L'empathie diminue parce que nous sommes trop centrés sur notre propre survie dans la jungle du travail. L'épuisement nous isole, nous transforme en îles de stress qui se heurtent occasionnellement, mais se connectent rarement de manière véritablement significative et humaine. C'est ici que l'histoire prend une tournure encore plus sombre et révélatrice. Et si cette glorification de l'épuisement n'était pas seulement un sous-produit accidentel de notre économie, mais une caractéristique nécessaire pour maintenir le système tel qu'il est? Et si l'épuisement était, d'une certaine manière, un outil de contrôle social très sophistiqué et utile? Une population épuisée est une population docile. Lorsque toute votre énergie est consommée à travailler et à récupérer du travail, il vous en reste très peu pour remettre en question l'état des choses. Vous n'avez plus la force pour la participation civique, pour l'activisme, pour exiger de meilleures conditions de travail ou pour réfléchir aux injustices du système qui vous épuise en premier lieu. L'épuisement est l'ennemi de la pensée critique. Il faut un esprit reposé et clair pour analyser la propagande, pour différencier ce qui est urgent de ce qui est important et pour imaginer un avenir différent. Une personne au bord du burn-out ne pense pas à changer le monde, elle pense à la manière de survivre jusqu'au week-end prochain. Par conséquent, en participant à cette culture, non seulement nous nous nuisons à nous-mêmes, mais sans le savoir, nous contribuons à perpétuer un système qui se bénéficie de notre fatigue. Nous devenons les gardiens de notre propre cage, critiquant ceux qui décident de se reposer et louant ceux qui courent plus vite dans la roue du hamster, qui ne mène nulle part. La philosophe Anne-Marie Slaughter a forgé l'idée qu'il ne s'agit plus seulement de tout avoir, mais de tout faire. Cette pression est particulièrement intense pour les femmes, qui font souvent face à la double charge du travail professionnel et des responsabilités de soins non rémunérés à la maison, faisant de l'épuisement une expérience quasi universelle. Alors, quelle est la sortie de ce labyrinthe? Il ne s'agit pas de prôner la paresse ou l'irresponsabilité. Le travail peut être une source de sens et de but. La clé est la redéfinition radicale de ce que nous considérons comme une vie réussie. Nous devons passer d'une focalisation sur la productivité externe à un bien-être interne, un changement qui semble simple mais ne l'est pas. Le premier pas est la reconnaissance consciente. Chaque fois que vous vous sentez fier de votre épuisement, faites une pause. Questionnez-vous, à qui ce sentiment profite-t-il réellement? Cela me rapproche-t-il de la vie que je souhaite? Ou cela fait-il de moi un rouage plus efficace dans la machinerie d'autrui? La conscience est le principe de toute libération possible. L'étape suivante consiste à établir des limites claires et fermes. Cela signifie pratiquer le droit à la déconnexion. Votre temps en dehors du travail est le vôtre. Ce n'est pas une faveur que vous fait l'entreprise, c'est un droit fondamental pour votre santé mentale et physique. Cela signifie éteindre les notifications, ne pas répondre aux emails en dehors des heures de travail et protéger votre temps de repos comme s'il était sacré. Nous devons également commencer à célébrer le repos et le loisir, non pas comme une absence de travail, mais comme une activité productive en soi, productive pour notre santé, nos relations et notre créativité. Nous devons parler de nos hobbies, de nos promenades dans la nature, de nos siestes, avec la même fierté que nous parlons de nos réussites professionnelles. Au niveau collectif, nous devons plaider pour des cultures de travail plus saines. Cela inclut des semaines de travail plus courtes, comme cela a été expérimenté avec succès dans plusieurs pays, des politiques de congés qui soient réellement respectées et un leadership qui donne l'exemple, en prenant des pauses et en favorisant un réel équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour tous. Rejeter la culture de l'épuisement est un acte radical d'autopréservation et de rébellion silencieuse.
C'est affirmer que votre valeur en tant qu'être humain ne se mesure pas en heures travaillées ou en emails répondus. Votre valeur est inhérente. Vous existez et par conséquent, vous êtes précieux. C'est un concept simple, mais nous avons construit un monde qui nous le fait oublier chaque jour. Nous devons apprendre à distinguer entre l'engagement sain et l'auto-exploitation. L'engagement vous donne de l'énergie, vous vous sentez motivé et en contrôle. L'auto-exploitation vous draine, vous vous sentez frustré et piégé dans un cycle sans fin. La frontière est ténue, mais apprendre à la voir est crucial pour pouvoir survivre dans l'environnement actuel et avoir une vie pleine. La productivité n'est pas intrinsèquement mauvaise, mais sa version toxique, oui. La productivité toxique vous dit que vous devriez vous sentir coupable de vous reposer. Elle vous murmure que vous pourriez toujours en faire plus. C'est une voix que nous devons apprendre à identifier et à faire taire en la remplaçant par une voix de compassion et de respect pour nos propres limites humaines. Le véritable statut ne devrait pas être à quel point vous êtes occupé, mais à quel point vous pouvez être présent Présent, mais dans une conversation avec un être cher, présent, pendant que vous savourez un repas, présent dans votre propre silence. La présence exige un esprit non fragmenté par l'anxiété de la prochaine tâche. Elle exige un esprit en paix. Ceci est une invitation à un changement de paradigme personnel et collectif, à cesser d'utiliser l'épuisement comme une béquille pour notre estime de soi, à trouver notre valeur en qui nous sommes, pas seulement en ce que nous faisons. C'est une tâche difficile, car cela signifie nager à contre-courant de presque tous les messages que nous recevons de la société moderne. Imaginez un monde où les gens rivaliseraient pour savoir qui a le mieux dormi, qui a eu les vacances les plus réparatrices ou qui a passé le plus de temps de qualité avec sa famille. Cela semble utopique, mais chaque personne qui décide de descendre de la course à l'épuisement nous rapproche un petit pas de cette réalité, d'une réalité bien plus saine pour nous tous. Nous n'avons pas à attendre que les systèmes changent. Le changement peut commencer par une simple décision. La prochaine fois que quelqu'un vous demande comment vous allez, au lieu de dire « épuisé, mais ça va », essayez de dire « je prends soin de mon énergie » ou « j'ai eu une journée équilibrée ». Cela peut sembler étrange au début, mais vous planterez une graine de changement. Au final, la question que nous devons nous poser est simple. Quelle histoire voulons-nous raconter de notre vie? Voulons-nous que ce soit une chronique de projets interminables et de nuits blanches, une course effrénée vers un objectif qui s'éloigne toujours? Ou voulons-nous que ce soit une histoire de connexion, d'apprentissage, de joie et de paix intérieure, malgré les difficultés? L'épuisement comme insigne d'honneur est l'un des mensonges les plus séduisants et destructeurs de notre époque. C'est un piège qui promet un statut en échange de notre santé, de notre bonheur et, en fin de compte, de notre humanité. Reconnaître le piège est le premier et le plus important pas pour pouvoir s'en échapper et vivre d'une manière plus libre. La vie n'est pas une compétition de résistance à la souffrance. C'est une opportunité d'expérimenter, de grandir et de se connecter. Honorons cette opportunité en nous donnant la permission de nous reposer, de récupérer et d'être simplement humains, avec toutes nos forces et, surtout, avec toutes nos précieuses et nécessaires limites. Pensez-y de cette façon. Notre temps est la ressource la plus précieuse et finie que nous possédons. Chaque heure que nous investissons dans l'épuisement extrême est une heure que nous volons à autre chose, à une passion, à une relation, au simple plaisir de ne rien faire. Nous échangeons de l'or contre de simples cailloux sans nous rendre compte de ce qui se passe réellement. La technologie a aggravé ce problème. Le smartphone est un bureau que nous portons dans notre poche, gommant les frontières entre le travail et la vie personnelle. L'attente d'être toujours disponible est une forme moderne d'esclavage volontaire. La déconnexion numérique n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour la survie mentale de notre espèce. Les études sur le cerveau en état de repos, utilisant l'IRM fonctionnel, révèlent une activité surprenante. Ce réseau, connu sous le nom de réseau du mode par défaut, s'active lorsque nous ne sommes pas concentrés sur une tâche. Il est fondamental pour l'autoconscience, la mémoire et la planification future. En ne nous reposant pas, nous l'atrophions. La société de consommation joue également un rôle. Elle nous vend l'idée que nous pouvons acheter des solutions pour notre épuisement. Des boissons énergisantes pour continuer, des applications de méditation pour optimiser le repos, des retraites de luxe pour récupérer. Mais tout cela ne sont que des pansements pour une blessure qui est systémique, pas du tout individuelle. Le véritable antidote ne s'achète pas. C'est de la communauté. C'est parler ouvertement avec des amis et des collègues de ces pressions. C'est créer des espaces de vulnérabilité où admettre « je n'en peux plus » n'est pas vu comme une faiblesse, mais comme un acte de force et d'honnêteté radicale. C'est se soutenir mutuellement pour établir des limites. Le langage que nous utilisons est important. Cessons de dire « je me tue à la tâche » comme si c'était une blague. Commençons à utiliser un langage qui reflète la gravité du problème. Des phrases comme « je dois prioriser ma santé » ou « mes capacités sont à la limite » sont plus honnêtes
et aide à changer la perception collective du problème qui nous concerne. Le minimalisme, en tant que philosophie, offre une perspective intéressante. Il ne s'agit pas seulement d'avoir moins de choses, mais de faire moins de choses, d'identifier l'essentiel et d'éliminer le reste. Appliquer ce principe à notre agenda peut être révolutionnaire. Cela nous oblige à nous demander, cette tâche est-elle vraiment nécessaire ou suis-je simplement occupé pour être occupé? Nous avons internalisé le contremaître. Nous n'avons plus besoin d'un chef qui nous surveille constamment, car nous sommes devenus nos propres tyrans, bien plus exigeants et cruels. La voix qui vous dit « ce n'est pas suffisant » n'est souvent pas externe, c'est votre propre critique interne, entraînée par des années de conditionnement social à ne pas vous reposer. Ce culte de l'épuisement est aussi profondément inégalitaire. Souvent, ce sont les personnes en position plus précaire qui n'ont pas le luxe de se déconnecter. Pour elles, travailler sans relâche n'est pas un choix pour obtenir un statut, mais une nécessité pour survivre. Glorifier l'épuisement ignore cette dure réalité et en fait une vertu. Rappelons les anciennes philosophies, comme l'épicurisme, qui ne recherchait pas le plaisir frénétique, mais l'ataraxie, un état de sérénité et d'absence de perturbation. Pour eux, la bonne vie n'était pas la plus occupée, mais la plus tranquille. Il est peut-être temps de repêcher ces idées et de les adapter à notre monde moderne, si dépourvu de paix. L'avenir du travail pourrait offrir des solutions, mais aussi de nouveaux pièges. Le télétravail peut apporter de la flexibilité, mais il peut aussi détruire complètement la séparation entre le foyer et le bureau, nous faisant travailler davantage. La clé sera notre capacité à utiliser ces outils pour notre bien-être, non pour notre auto-exploitation. La nature offre une leçon puissante. Aucun organisme dans la nature ne fonctionne à pleine capacité constamment. Il y a des cycles de croissance et de léthargie, d'activité et de repos. Les saisons changent. Seule l'humanité, dans son arrogance, croit qu'elle peut défier ce rythme fondamental de la vie sans en payer un prix très élevé. Le concept japonais de karoshi, qui signifie « mort par surmenage », devrait être un avertissement pour nous tous. Ce n'est pas un problème culturel lointain, c'est la conclusion logique de la trajectoire dans laquelle nous nous trouvons. C'est le point final de glorifier l'épuisement, une fin qui n'est pas du tout glorieuse mais tragique. Je vous invite donc à vous observer. Surveillez non seulement vos tâches accomplies, mais aussi vos niveaux d'énergie, votre humeur, la qualité de votre sommeil. Ce sont des données bien plus importantes sur votre productivité en tant qu'être humain. Ce sont les indicateurs clés d'une vie qui vaut la peine d'être vécue, pas seulement une vie que l'on endure. Rompre avec ce cycle demande du courage. Le courage de dire non à plus de responsabilités. Le courage de quitter le bureau à l'heure. Le courage de ne pas consulter ses emails le week-end. Cela peut au début générer de l'anxiété ou la peur d'être laissé pour compte, mais à long terme, c'est le seul chemin durable vers une vie de vérité. L'ironie finale est que, en nous permettant de vraiment nous reposer, nous devenons meilleurs dans notre travail, plus concentrés, plus créatifs et plus efficaces. Le repos n'est pas l'ennemi de la productivité, c'est son partenaire indispensable. La culture de l'épuisement n'est pas seulement inhumaine, elle est aussi profondément inefficace à long terme. Il est fondamental de comprendre que ce n'est pas un échec personnel. Si vous vous sentez épuisé, ce n'est pas parce que vous êtes faible ou que vous ne savez pas gérer votre temps. C'est parce que vous vivez dans un système conçu pour produire cet épuisement. Ce n'est pas votre faute, mais la responsabilité de vous protéger, elle, vous appartient et c'est une chose que vous devez assumer. L'art et la culture peuvent être un miroir et un refuge. Des films, des livres et des chansons qui explorent le burn-out nous aident à nous sentir moins seuls. Ils nous donnent un langage pour décrire notre expérience et nous montrent que d'autres luttent également. La consommation d'art est une forme de repos actif qui peut guérir l'âme. Le jeu est une autre victime de cette culture. Jouer sans but, juste pour le plaisir, est perçu comme enfantin ou une perte de temps. Cependant, des études en psychologie du développement démontrent que le jeu est essentiel pour la résolution de problèmes, l'adaptabilité et le bien-être émotionnel à tout âge. Nos corps métinettent les comptes. Les maux de dos, les migraines, les problèmes digestifs, ce sont souvent des messages d'un système nerveux surchargé. Le corps ne ment pas. L'écouter n'est pas une option, c'est une obligation si nous voulons avoir une vie longue et saine. L'ignorer est une forme de violence auto-infligée. La comparaison sociale sur les réseaux est le carburant de ce feu. Nous voyons la version éditée et réussie de la vie des autres, leurs réalisations, leurs projets, et nous la comparons à nos coulisses remplies de doutes et de fatigue. Se déconnecter de cette illusion est un acte d'hygiène mentale absolument nécessaire pour la paix. Pensons à l'héritage. À la fin de nos jours, nous souviendrons-nous des heures supplémentaires que nous avons faites ou de l'impact que nous avons eu sur les personnes que nous aimons, de notre disponibilité constante au travail ou de notre présence réelle dans les moments importants.
La culture de l'épuisement nous distrait des questions qui comptent vraiment. Il existe un mouvement croissant appelé slow living ou vie lente. Il prône une approche plus consciente et intentionnelle de la vie à l'encontre de la vitesse et du chaos. Il s'agit de savourer les moments, de préférer la qualité à la quantité, tant pour les possessions que pour les activités. C'est une rébellion silencieuse contre la tyrannie de la précipitation. L'éducation joue un rôle crucial. Nous devons enseigner aux nouvelles générations que le succès n'est pas synonyme d'épuisement. Nous devons leur inculquer la valeur du repos, l'importance de la santé mentale et l'idée qu'une vie pleine est une vie équilibrée, non une vie consumée par le travail et le stress. L'autocompassion est un outil radical dans ce contexte. C'est la capacité de nous traiter avec la même gentillesse que nous traiterions un bon ami qui souffre. Au lieu de nous critiquer de ne plus pouvoir, c'est nous offrir la permission de nous reposer et de récupérer sans culpabilité ni honte. Le silence est une autre ressource que nous avons perdue. Nous sommes constamment bombardés par le bruit, l'information et les stimuli. Rechercher activement des moments de silence, que ce soit dans la nature ou dans une pièce tranquille, permet à notre système nerveux de se réinitialiser. Le silence est un nutriment essentiel pour le cerveau et nous mourrons de faim. Les entreprises qui promeuvent cette culture souffrent souvent d'un roulement de personnel élevé, d'un moral bas et d'un manque d'innovation à long terme. Bien qu'il semble qu'elles pressent au maximum leurs employés, elles détruisent en réalité leur actif le plus précieux, le capital humain. C'est une stratégie myope et autodestructrice. Le paradoxe de l'effort est un biais cognitif qui nous fait valoriser davantage quelque chose si nous avons souffert pour l'obtenir. Cela peut l'expliquer en partie pourquoi nous nous sentons fiers de notre épuisement. Nous avons l'impression que notre souffrance valide le résultat. Nous devons être conscients de ce piège mental pour ne pas y tomber. Ne sous-estimons pas le pouvoir des petits actes de résistance. Prendre votre pause déjeuner complète, loin de votre bureau. Utilisez tous vos jours de vacances. Sortir marcher 5 minutes lorsque vous vous sentez submergé. Chacun de ces actes est une déclaration que votre bien-être importe plus que la productivité. Demandez-vous ce qui se passerait si vous travailliez 20% moins. Le monde s'effondrerait-il? Seriez-vous licencié? Souvent, la peur est bien plus grande que la réalité. Nous nous sommes conditionnés à croire que notre présence constante est indispensable, une croyance qui sert davantage notre ego que les résultats réels. L'obsession de l'optimisation personnelle ou biohacking peut être une autre facette de la même médaille. Au lieu de nous reposer, nous cherchons à hacker notre sommeil ou notre énergie pour pouvoir produire encore plus. C'est la logique de la machine appliquée à l'être humain, mais nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des organismes complexes et nous avons besoin d'imperfection. Nous arrivons ici au climax de notre réflexion. L'épuisement est devenu la nouvelle conformité. Se rebeller au XXe siècle, c'était peut-être ne pas travailler. Se rebeller au XXIe siècle, c'est oser se reposer, se déconnecter, revendiquer votre temps et votre esprit du cycle infini de production et de consommation qui nous accable. Notre identité a fusionné avec notre profession d'une manière dangereuse. Je suis avocat ou je suis médecin à remplacer je suis une personne qui aime. Cette fusion fait que toute critique du travail est ressentie comme une attaque personnelle et justifie de tout sacrifier pour cette identité. Le repos n'est pas une récompense que l'on gagne après avoir travaillé dur. C'est un prérequis pour pouvoir faire un bon travail en premier lieu. Il faut inverser cette pensée. Vous ne travaillez pas pour pouvoir vous reposer. Vous vous reposez pour pouvoir vivre et une partie de la vie peut inclure un travail qui vous passionne et vous épanouit. Le consumérisme nous pousse à travailler plus pour acheter des choses dont nous n'avons pas besoin, pour impressionner des gens dont nous nous moquons. Rompre ce cycle implique une remise en question profonde de nos désirs. Est-ce que je veux vraiment cette nouvelle voiture ou est-ce que je veux la paix mentale que j'aurais si je n'avais pas à travailler autant pour la payer? La fatigue décisionnelle est un phénomène réel. Prendre des décisions consomme de l'énergie mentale. Une vie de travail constant nous prive d'énergie pour prendre de bonnes décisions dans notre vie personnelle concernant notre santé, nos finances ou nos relations. L'épuisement nous pousse à prendre le chemin de la moindre résistance. La solution n'est pas individuelle, elle est collective. Une personne qui se repose peut être vue comme paresseuse. Mais un mouvement de personnes qui exigent le droit au repos et à la déconnexion est une force politique qui peut changer les lois et la culture d'entreprise. L'union est la seule issue réelle à ce problème systémique. Acceptez que vous ne pouvez pas tout faire. Et c'est bien ainsi. La beauté de la vie réside aussi dans ses limitations. Choisir consciemment où vous mettez votre énergie est le plus grand acte de souveraineté personnelle que vous puissiez exercer dans un monde qui exige constamment plus de vous et vous demande tout ce que vous avez à donner. Le véritable succès est la durabilité. Pouvez-vous maintenir ce rythme de vie pendant les 10, 20, 30 prochaines années sans que votre santé physique et mentale ne s'effondre complètement? Si la réponse est non, alors votre stratégie actuelle n'est pas réussie.
c'est une faillite au ralenti, un désastre annoncé. Alors la prochaine fois que vous vous sentez tenté ou de vous vanter de votre emploi du temps chargé, rappelez-vous le prix caché. Rappelez-vous que vous validez un système qui vous consume. Choisissez plutôt, si vous le pouvez, de célébrer un moment de paix, une nuit de bon sommeil, une conversation sans précipitation. C'est cela le véritable insigne d'honneur. La qualité de votre vie ne se mesure pas par sa vitesse, mais par sa profondeur. Il ne s'agit pas de combien de choses vous faites, mais de combien de vous est présent dans les choses que vous choisissez de faire. L'épuisement est le voleur de la présence, l'ennemi de la profondeur. Ne le laissez pas vous voler la seule vie que vous avez dans ce monde. Cette réflexion ne cherche pas à vous donner plus d'anxiété, mais à vous offrir une perspective libératrice. Vous avez la permission de vous reposer. Vous avez la permission de ne pas être productif tout le temps. Votre valeur ne dépend pas de votre rendement. C'est un message que vous devez entendre encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne votre vérité intérieure. Le défi est de désapprendre. Nous avons passé des années à associer l'occupation à l'importance. Désapprendre cela demande un effort conscient et soutenu dans le temps. Soyez patient avec vous-même dans ce processus. Il y aura des jours où vous retomberez dans d'anciens schémas et c'est normal. L'important est de réessayer. Parlez-en. Partagez cette vidéo. Ayez cette conversation avec vos amis, votre famille, vos collègues. Plus nous normaliserons le fait de parler des dangers de la culture de l'épuisement, plus il sera facile pour nous tous de lui résister. Le silence est le complice de ce système, c'est pourquoi nous devons parler. En résumé, nous avons élevé le stress au rang de vertu sociale parce que nous l'avons confondu avec le dévouement, l'importance et le succès. Nous avons créé une culture qui récompense l'autodestruction et punit le prendre soin de soi. Mais c'est une narrative, une histoire que nous nous racontons. Et comme toute histoire, nous pouvons décider de la changer. Le véritable statut est la liberté. La liberté de choisir comment vous utilisez votre temps et votre énergie. La liberté de dire non. La liberté d'être présent et en calme et en contrôle de votre propre vie. C'est le prix pour lequel il vaut la peine de se battre. Pas la gloire vide et éphémère de l'épuisement, qui ne sert à rien. J'espère que cette exploration vous a donné une nouvelle perspective et surtout vous a fait vous sentir validé si vous vous êtes déjà senti piégé dans cette roue infernale. Rappelez-vous que votre bien-être est la base de tout le reste. Protégez-le de toutes vos forces. Il n'y a rien de plus important dans cette vie. La prochaine fois que vous sentirez le besoin de prouver votre valeur par la fatigue, faites une pause, respirez profondément et rappelez-vous que votre valeur est inconditionnelle. Vous n'avez pas à la gagner. Vous la possédez déjà simplement par le fait d'exister. Accrochez-vous à cette vérité comme à une ancre dans la tempête des exigences du monde. En conclusion, l'épuisement n'est pas une médaille, c'est un avertissement. C'est votre corps et votre esprit qui demandent de l'aide. Les écouter n'est pas une faiblesse, c'est la forme la plus élevée de sagesse. La véritable révolution de notre temps est la révolution du repos, la révolution du soin de soi, la révolution de redevenir humain. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion si profonde et je crois absolument nécessaire par les temps qui courent. Ce fut un honneur de partager cet espace et ce temps avec vous. J'espère que vous en retirerez quelque chose de précieux de cette conversation, quelque chose que vous pourrez appliquer pour améliorer votre vie et votre quotidien. Si cette vidéo vous a fait réfléchir ou vous a parlé d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, abonnez-vous pour plus de voyages au cœur des sciences sociales et partagez votre avis dans les commentaires. Quelle est votre expérience personnelle avec la culture de l'épuisement? Lisons et apprenons ensemble. À la prochaine, esprit curieux.